La deuxième question que je voulais poser, c'est, on entend souvent les économistes dire qu'à moins de 1,5 ou 2% de croissance, on ne crée pas d'emploi. Ça fait un moment qu'on n'est pas sur la durée à ces niveaux-là. On peut en tout cas pas se permettre d'avoir cette seule réponse à apporter aux personnes qui sont aujourd'hui au chômage de longue durée. Et je dirais que quelque chose qui sort très fortement dans ce numéro, c'est cette idée que le partage du travail, en France, il continue aujourd'hui. Mais il continue de façon sauvage, avec des personnes qui sont durablement exclues, des personnes sur lesquelles on condense l'activité, et puis une variable d'ajustement qui constitue ce qui est nommé le précariat. Comment concevoir un partage plus ordonné du travail, Dominique Médard? Merci beaucoup. J'ai envie de reprendre sur les premiers mots que tu as dit, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on développe un certain nombre de mesures, le traitement social du chômage, on fait beaucoup de choses, mais je crois qu'on attend la solution qui est le retour de la croissance. On l'entend dans tous les discours de tous les responsables politiques. Or, je crois qu'il est vraiment très important aujourd'hui de voir que, depuis les années 60, la croissance, le taux de croissance baisse tendanciellement. 2, on a des économistes qui ne sont vraiment pas des révolutionnaires, je pense à Robert Gordon aux États-Unis, qui nous disent qu'on n'aura plus à peu près que 0,2% de croissance par an maintenant, parce qu'il n'y aura pas d'énormes innovations technologiques, comme par exemple l'a été l'invention de l'électricité, et qu'il y a plein de freins qui vont réduire radicalement le taux de croissance. Troisièmement, peut-être que le retour de la croissance tel qu'on le connaissait auparavant n'est pas souhaitable. Et je dis ça en le mettant évidemment en relation avec cette idée qu'il y a un lien extrêmement fort entre le taux de croissance et les émissions de gaz à effet de serre. Or, nous savons que ces émissions de gaz à effet de serre et que la croissance d'une manière générale entraînent aujourd'hui des dégradations des écosystèmes et un risque de dérèglement climatique. Donc je crois qu'on doit aujourd'hui être capable de se mettre dans la position où peut-être la croissance ne va pas revenir. D'où la question, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on fait si la croissance ne revenait pas? Et il me semble que là, il y a deux grands types de réponses. Hein. Je crois que c'est les idées qu'on développe dans ce numéro. Il faut que l'on mette en place un nouveau partage du travail. Donc je ne dis pas il faut maintenant que nous partagions le travail, parce que comme Jean l'a dit, il y a déjà un partage du travail à l'œuvre aujourd'hui dans notre société, entre des gens qui ont 0, des gens qui ont un tout petit peu, et des gens qui ont des temps complets. Et ce type de partage du travail, il admet des modalités nationales différentes. Et je trouve que c'est très intéressant de regarder par exemple les modalités à l'œuvre en Allemagne. En Allemagne, vous avez des temps complets, et puis à côté, vous avez une myriade de petits temps partiels, très mal payés, des mini-jobs et des midi-jobs, qui se sont évidemment hyper développés depuis les réformes Hartz. Et vous avez beaucoup de temps partiels et des temps partiels très courts. En France, c'est légèrement différent, et à mon avis, c'est grâce aux lois de réduction du temps de travail qu'on a mises en place en 1998 et en 2000. Hein. On a une norme de travail à temps complet un peu plus courte et des temps partiels moins nombreux et plus longs. Et ce type de partage, il recoupe, ça me semble très important de le dire, il recoupe un type de relation entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'en Allemagne, les hommes ont les temps complets et les femmes ont les tout petits temps partiels subis. Et en France, il en va un peu de même, mais du coup, la situation des femmes est un peu meilleure. Alors, il me semble qu'il est temps de remettre sur la table, dans le débat public, l'idée qu'il faudrait continuer, peut-être passer à une nouvelle étape de réduction de la norme de travail à temps complet, qui permettrait à la fois au temps partiel d'augmenter leur durée de travail, donc leur revenu, et au temps complet de baisser peut-être légèrement leur temps de travail. Il me semble que c'est la seule mesure qui est de nature, d'une part, à attaquer vraiment le très grand nombre de chômeurs que l'on a, et d'autre part, à promouvoir vraiment l'égalité entre hommes et femmes. Et puis, troisième point, mais que je développe très peu, sinon je vais me faire gronder, j'ai dit au début qu'il me semblait qu'il fallait mettre en quelque sorte la résolution, l'anticipation, la prévention de la crise écologique au service de la résolution de la crise économique et sociale. Je pense qu'il faut qu'on engage dès aujourd'hui la reconversion écologique de nos économies, et que changer la production,
faire en sorte que notre production soit enserrée dans des contraintes éthiques, dans des normes environnementales et sociales, fabriquer une production plus propre à la fois socialement et écologiquement, ça va nécessairement entraîner, je me réfère à tous les travaux par exemple de Jean Gadret, ça va nécessairement entraîner un plus grand volume de travail. Donc voilà, comment peut-on engager une reconversion écologique mise au service d'un changement du travail et, d'une certaine manière, du plein emploi, en redistribuant ce volume beaucoup plus grand de travail sur un nombre de personnes plus élevé. François Soulage. Oui, sans contredire Dominique Leda, qui est beaucoup plus compétente que moi sur cette question du partage du travail, mais je vais me situer sur un autre terrain. Là, c'est plus le président du Secours catholique qui parle, mais l'ancien chef d'entreprise. Je considère que le partage du travail tel qu'il est aujourd'hui dans l'entreprise, cette espèce de partage sauvage, est très contre-productif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où la question est celle de la compétitivité des entreprises, l'organisation même des entreprises, et donc le partage du pouvoir dans l'entreprise, du pouvoir de décision, y compris sur les médias, et avec notamment un système d'encadrement complètement délirant dans notre pays quand on compare avec ce qui se passe dans les autres pays, est aujourd'hui contre-productif et facteur de baisse de la compétitivité des entreprises. Et ça là-dessus, j'entends pas grand-chose. Alors je l'ai vécu moi, mais Monsieur le ministre le sait bien dans l'économie sociale et solidaire, du moins dans une partie d'elle-même, on voit bien comment un certain nombre d'entreprises qui ont joué un partage du pouvoir et donc un partage du travail différent ont mieux résisté à la crise et font aujourd'hui preuve de beaucoup plus d'inventivité dans un marché, ce sera la troisième question, qui est un marché de plus en plus ultra compétitif, comment on tient mieux notre place. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on reprenne cette question. Je ne sais pas comment, peut-être le ministre pourra nous répondre, je ne sais pas ce que peut faire un pouvoir politique sur cette question, mais en tout cas, je suis absolument convaincu que notre mode d'organisation des entreprises dans notre pays est un mode obsolète, dans lequel on a un encadrement complètement délirant, avec des rémunérations qui n'ont à peu près rien à voir avec la capacité d'apport de richesse des uns et des autres, et donc une démotivation. Nous, ce qu'on entend dans les accueils du Secours catholique, des gens qui viennent nous voir, c'est, mais enfin, pourquoi je vais reprendre un boulot payé comme il l'est, quand je vois... c'est pas une question de répartition des richesses, parce que même si vous répartissiez les revenus, les plus gros revenus, ça ne fera pas grand-chose pour chacun. Mais c'est une démotivation du travail. Et moi, j'aurais aimé que tout ce langage qu'on parle sur la réglementation, sur y compris d'ailleurs l'impôt à 75%, pourquoi pas, il est comme objet de revaloriser le travail de ceux à qui on demande beaucoup, dans un climat qui est difficile, et pour gagner 3 sous, dans un moment où c'est difficile. Donc, je crois qu'il faut, et je reviens bien à la compétitivité des entreprises. Parce que notre taux de croissance de 0,5, ce qui paraît que ce sera 0,5 au lieu de 0,4, tant mieux, on va se plaindre. Mais on a un vrai problème qui est celle de l'organisation du travail. Alors j'en profite, ça n'a rien à voir, mais un deuxième point. Tout à l'heure, on parlait des jeunes de moins de 25 ans. Moi, je fais un rêve. C'est que les missions locales, mais ça, le ministre, il évoque quelque chose, que les missions locales retrouvent leur capacité d'être un vrai chef de file. Moi, il y a 25 ans, quand j'étais administrateur des missions locales de Nanterre, nous avions une mission locale qui était, plus que ça même, je crains. On avait une mission locale qui pouvait, y compris, avoir accès au contingent préfectoral sur les logements pour des jeunes en grande difficulté. Il y avait des consultations à l'hôpital forestier à Nanterre qui étaient directement engrangées par les missions locales. C'est-à-dire qu'on avait la capacité de prendre en charge globalement les besoins d'un jeune lorsqu'on l'avait. Ça, c'est l'accompagnement global. Et moi, je voudrais, c'est des propositions d'ailleurs, monsieur le ministre, de la conférence de lutte contre l'exclusion de la dernière, comme vous allez avoir une interministérielle en janvier là-dessus pour faire le point, sur les missions locales et sur les jeunes de moins de 25 ans, à côté de ce que vous avez dit de la garantie jeune, qui est un truc tout à fait important, comment on en profite pour compléter le rôle des missions locales. Parce que là encore, c'est des gens qu'on remettra au travail. Alors, excusez-moi, c'est 2 réponses un peu différentes, mais je voulais en profiter parce qu'on n'a pas l'occasion d'en parler après. Merci. Alors, Monsieur Sapin, réduire le temps de travail, resserrer les rémunérations autour de l'entreprise. Pour ce qui est des rémunérations, on vient de décider, on l'a décidé dans les entreprises publiques. Ça n'a pas plu à tout le monde d'ailleurs, mais on l'a fait au nom des principes qui viennent d'être décrits.
Et quand on met effectivement une taxation à 75%, ça ne plaît pas forcément aux joueurs de football, mais écoutez, on le fait, et au moins ça donne le signal. Je ne dis pas que ça répond à tout, ça donne au moins le signal. Mais je partage une idée fondamentale, elle vaut sur cette question des rémunérations sur beaucoup d'autres aspects. La compétitivité de nos entreprises, ici, dans cette Europe, dans ce monde développé, n'est pas fondée simplement sur la compétitivité économique, pas simplement sur l'innovation, sur la technologie, évidemment c'est cela, mais aussi sur la performance sociale de nos entreprises. Je pense que la performance sociale fait partie de la performance globale d'une entreprise. Je ne dis pas ça pour dire un mot qui fait sympathique, etc., mais parce que je suis persuadé, et c'est démontré, que ce sont ces entreprises-là qui ont par ailleurs la capacité de travailler en réseau, qui ont la capacité d'avoir un engagement personnel des salariés, des ingénieurs, des cadres, mais de tous dans le développement de l'entreprise. Et donc à partir de là, sont celles qui, y compris du strict point de vue de leur rentabilité, peuvent arriver à des meilleurs résultats. Nous n'avons pas les mêmes arguments que ceux qui font du dumping social. Et ce n'est pas par du dumping social de quelque nature que ce soit que nous retrouverons une compétitivité. Ceux qui nous disent que le seul problème c'est le poids des charges, c'est pas vrai. C'est pas la seule difficulté qu'ont les entreprises françaises, évidemment, et c'est pas en voulant nous mettre au niveau, je sais pas, des Roumains ou des Bulgares, sujet d'actualité qui m'a beaucoup occupé hier, on luttera contre le détachement illégal de travailleurs, et c'est pas en s'alignant sur les Chinois ou tout autre, ou les Indiens, qui vont d'ailleurs bientôt nous rattraper en termes de charges, qu'on y arrivera. Ça, c'est un propos global. Deuxième chose, je ne veux pas relancer un débat compliqué, sur lequel Dominique Méda est extrêmement pertinente, en tous les cas dans son approche, pas forcément dans ses propositions, sur le partage du travail. Mais je voudrais revenir, essayer de le poser un peu autrement, essayer de le passer autrement. Il faut sortir du système des cases. Vous avez une case, vous sortez de la formation, vous êtes un jeune sorti du système qu'il faut traiter d'une certaine manière. Puis ensuite, vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une autre case, plutôt une case plus agréable. Puis ensuite, il y a un accident, qui peut être personnel comme un accident économique. Vous êtes dans la case chômage, partage du travail. Là, vous êtes hors du travail. Et puis ensuite, vous retrouvez un emploi. Et puis ensuite, vous partez en pré-retraite. Là, vous êtes hors du travail, mais malgré tout. Et il faut voir une vision globale, il faut avoir une vision de l'itinéraire personnel. Et plutôt que la réflexion sur comment est-ce qu'on partage dans l'instant X entre ceux qui ont du boulot et ceux qui n'en ont pas, je souhaiterais plutôt qu'on essaye de raisonner sur quel est l'itinéraire d'une personne et quel est son partage du travail tout au long de la vie, qui peut être tout à fait différent de celui d'aujourd'hui, et je pense qu'ainsi on peut répondre de manière intelligente et pertinente à la fois à l'adaptation au monde d'aujourd'hui qui bouge beaucoup et au traitement de la personne. C'est pas de l'individualisation, parce que l'individualisation, ça ce serait la loi de la jungle. Il faut que ce soit de la personnalisation dans un cadre collectif. Je prends deux exemples de cela, puisqu'on parlait de la formation. Le compte personnel de formation, c'est justement ce qui a été inventé par les partenaires sociaux, qui fait l'objet aujourd'hui encore techniquement des négociations. C'est un droit à la formation qui n'est pas attaché au fait que vous êtes au travail, et puis que vous perdez quand vous êtes au chômage, mais c'est un droit à la formation qui vous est attaché à vous-même. C'est, comme disait un des acteurs de la négociation, un sac à dos que vous portez sur vous, et que vous utilisez lorsque vous êtes jeune et que vous n'avez pas une formation suffisante, quand vous êtes au travail et qu'il faut atteindre une qualification supérieure, quand vous êtes au chômage et qu'il faut une formation. Deuxième exemple, le compte là aussi de santé, la capacité d'être protégé quand on est au travail et quand on n'est pas au travail. Parce qu'aujourd'hui vous êtes au travail, c'est plus agréable, vous avez des revenus, vous avez une stabilité, et vous êtes mieux couvert du point de vue parce qu'il y a une complémentaire santé dans l'entreprise. Vous êtes au chômage, c'est désagréable, vous n'avez plus de boulot, vous avez moins de ressources, et en plus vous perdez la complémentaire santé et c'est un drame pour votre famille. Et là, il était mis en place un dispositif qui vous suit personnellement plutôt que de correspondre aux cases elles-mêmes. Eh bien, je pense que c'est ça la bonne manière de réfléchir à une forme de partage du travail dans un contexte, j'y reviendrai, je ne veux pas être trop long, si on a la possibilité, d'une croissance plus faible. Enfin, je dirais un mot sur ce point-là. Vaut peut-être mieux sortir du zéro croissance dans lequel nous sommes depuis 5 ans. Parce que je suis prêt à partager l'idée suivant laquelle la croissance de demain ne sera pas aussi forte que la croissance des 30 dernières
glorieuse. D'ailleurs, c'est assez, vous savez, il faut se méfier des taux de croissance, parce qu'un taux de croissance, quand vous partez de 1, ça ne vous rapporte pas grand-chose l'année d'après. Un taux de croissance, quand vous partez de 1000, ça vous rapporte quand même beaucoup plus de choses. Les Chinois sont en train de s'en apercevoir. Hein. Il paraît que c'est épouvantable quand on passe de 10% à 7%. Enfin, quand vous êtes sur une masse qui est bien supérieure, ça vous rapporte quand même beaucoup plus d'argent que plus de bon, donc il faut se méfier, c'est des mécanismes de taux de chômage. Et la deuxième, des taux de chômage, cela il ne faut pas s'en méfier, non, des taux de croissance. Donc, nous aurons une croissance plus faible. Il faut sortir quand même de la stagnation dans laquelle on est. Cette stagnation est impossible, la résolution des problèmes graves d'aujourd'hui. Mais il faut surtout, et ça c'est l'enjeu, une croissance beaucoup plus forte en emploi. On répète tous, vous venez de le faire, ça m'arrive de le faire comme des perroquets, que 1,5% de croissance, c'est le minimum pour pouvoir recréer des emplois. D'où ça vient? De la constatation du passé. Mais d'ailleurs, il y a 20 ans, quand j'étais ministre de l'économie et des finances, on me disait c'est 2%. C'est sympa, c'est descendu de 0,5 entre les deux. Pourquoi? Parce que la constatation a été un peu différente. Mais on pourrait peut-être être à 1%, ou à 0,8%, ou pourquoi pas à 0,5% de croissance, mais avec une croissance beaucoup plus forte en emploi. Ce sont les enjeux, y compris dans le domaine environnemental, dans le domaine des services, avec moins de croissance et une autre organisation de la société et de l'économie, on peut créer plus d'emplois pour mieux partager l'emploi. Ça s'appelle l'enrichissement de la croissance en emploi, et ça consiste en effet à répartir l'emploi disponible sur le plus de personnes possible. Et on revient à notre question précédente, c'est comment on répartit ce volume de travail disponible sur l'ensemble des gens. C'est tout. Là, je sens qu'il pourrait y avoir un désaccord, je ne sais pas si nous aurons le temps de le creuser, mais ça peut s'appeler aussi avoir des activités qui, pour une même quantité de richesse produite, ont besoin de plus d'emplois, et je pense que c'est typique dans certaines activités de services. Voilà. Donc c'est pas simplement en partageant entre ceux qui ont un emploi et ceux qui n'en ont pas, c'est en se projetant aussi, là aussi dans des mécanismes dynamiques. Je suis prêt à être dans le débat sur le partage de l'emploi, dès lors qu'on est dans la dynamique et non pas dans la constatation actuelle. Si on dit aujourd'hui, on prend aux uns pour donner aux autres, ça, je pense que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas socialement et économiquement. Si on est dans des dynamiques, ça marche. Nous avons supprimé un truc qui était une insulte même à l'emploi, qui était l'encouragement aux heures supplémentaires. Absolument. Un truc scandaleux. Après, je sais bien que ça fait râler celui qui étant en heures supplémentaires avait par ailleurs une défiscalisation et que comme parfois ça concernait aussi des petits revenus, je comprends qu'en termes de pouvoir d'achat, enfin c'était un truc scandaleux où vous aviez un encouragement aux entreprises à payer dans des conditions moins onéreuses pour l'entreprise des heures supplémentaires plutôt qu'à embaucher. On a déjà au moins mis fin à ce dispositif-là et ça n'a pas permis d'enrichir en emploi parce que par ailleurs il y avait une crise. Enfin, ça sera un dispositif extrêmement utile avec le retour d'un petit peu de croissance un peu plus porteuse en emploi. Merci. Il y a quand même des points de consensus qui se dégagent. Je m'en réjouis.